28 juin 1914, l'assassinat brutal de l'héritier de l'Empire austro-hongrois par un jeune bosniaque nationaliste et romantique déchaîne des forces qui plongent le monde dans un holocauste inconcevable créé par les hommes. La Première Guerre mondiale, la Grande Guerre. En l'espace de quelques semaines, les armées des grandes puissances impériales européennes se mobilisent, courant au-devant d'un affrontement entraînant le monde entier dans un tourbillon mortel, un conflit impitoyable qui en 4 ans seulement fait 9 millions de morts sur les champs de bataille, cause d'innombrables souffrances et des désolations indescriptibles et transforme complètement la face du monde et des conflits. Mais le meurtre sordide de l'archiduc Ferdinand et de son épouse ne fait que raviver les braises de soupçons, de conflits et de rivalités impériales qui couvrent en Europe depuis des décennies. Au centre de ce ferment se trouve l'ambition allemande. Inspiré par le rusé maître diplomate Otto von Bismarck, le chancelier de fer, 35 États allemands disparates fusionnent en une seule entité. Et le succès remporté dans la guerre franco-prussienne de 1870 donne à la jeune Allemagne une position assurée en tant que force militaire européenne. Les 3 décennies suivantes sont témoins de progrès gigantesques dans le domaine de l'industrialisation, de la technologie, de l'éducation et du commerce extérieur. Sa population augmente de 20 millions tandis que celle de la France, son ennemi de longue date, décline. En 1900, une Allemagne forte et sûre d'elle se sent prête à entrer dans le club impérial, à s'intégrer sur la scène mondiale, scène que les autres puissances peuvent juger encombrée. Les autres puissances ont lieu de s'inquiéter lorsque l'empereur Guillaume II oblige Bismarck à démissionner. Bismarck dont la diplomatie vise simplement la défense et la sécurité du Reich naissant. Travailleur et intelligent, mais aussi ambitieux et impulsif, le nouvel empereur endosse le manteau de seigneur de guerre de la caste prussienne militaire, étrangère à la diplomatie, imbue des chimères de la puissance germanique. Cependant, il existe davantage de similitudes que de différences parmi les puissances impériales et leurs classes dirigeantes, état de choses qui aurait dû opposer un rempart à toute idée de conflit. Un cousinage d'empereurs se trouve renforcé par une élite politique et militaire exclusive, tout aussi à l'aise dans les palais somptueux que dans les cercles et les salons de Berlin, Vienne, Pétrograd, Londres ou Paris. Contrastant cruellement avec l'existence brillante et gaie de cette minorité dirigeante et de son entourage de dilettantes riches et privilégiés, s'oppose la vie morne ou appauvrie de la majorité, de la masse populaire, des paysans des vastes étendues rurales de l'empire des Romanov, dont les conditions de vie ont peu changé au cours des siècles, jusqu'à la classe ouvrière des villes, menant une existence misérable dans des taudis hérités de la révolution industrielle. Mais les masses ne sont plus les esclaves d'un féodalisme rigide. L'industrialisation et l'éducation du XIXe siècle et les diverses concessions à la démocratie ont créé un prolétariat industriel qui sait exprimer son mécontentement, impatient de réparer les injustices de l'état actuel des choses. Le spectre du socialisme hante les salons des riches. De profondes divisions nationales harcèlent aussi les chefs des empires. L'empereur François-Joseph d'Autriche exerce une autorité fragile sur un empire millénaire composé de 17 nationalités disparates. Teutons, Slaves, Croates, Serbes, Tchèques, Magyars. La Grande-Bretagne aussi doit faire face à des insurrections inspirées par la campagne pour l'autonomie de l'Irlande.
Les dynasties régnantes de l'Europe, entravées par leurs profondes difficultés internes, politiques et sociales, ne semblent guère enclines à faire la guerre à leurs cousins. Et cependant, la course aux armements s'intensifie et le mouvement vers la guerre continue. Personne ne semble vouloir la guerre en 1914. La Russie se remet encore de l'échec de la guerre russo-japonaise de 1904. La France réarme alors qu'elle vient d'élire un gouvernement pacifiste et semble en meilleurs termes avec l'Allemagne. L'Autriche-Hongrie doit faire face à ses propres problèmes causés par les nationalistes combattant dans les Balkans. La Grande-Bretagne, insouciante, se contente de maintenir l'ordre dans son empire. Même en Allemagne, les industriels sont convaincus que l'Allemagne deviendra une puissance de premier rang en Europe uniquement par la vigueur de son économie. Les grandes puissances ont comme atout de dissuasion des armées ou des marines puissantes, et elles nouent des alliances pour empêcher toute agression réciproque éventuelle. Toutes les grandes puissances connaissent de graves problèmes à l'intérieur de leurs frontières, mais à qui pourrait profiter un conflit majeur ? Cependant, en août 1914, le gigantesque jeu d'échecs diplomatique se détériore. Toutes les garanties et tous les équilibres devant préserver la paix en Europe s'effondrent, et les alliances de l'ancienne et subtile diplomatie sont invoquées. L'Allemagne avec l'Autriche-Hongrie et l'entente cordiale entre la Russie, la France et la Grande-Bretagne. Il y a peu de doute que le Kaiser représente la plus grande menace pour la paix. En décembre 1912, il réunit un conseil de guerre de l'élite militaire allemande en but aux diplomates. La nation allemande commence à être reconnue par sa puissance militaire et impériale. En 1900, l'amiral von Tirpitz prépare un plan de 15 ans exposant un vaste programme de construction navale. Son objectif marquant est de doter l'Empire allemand d'une arme qui peut arracher à la Grande-Bretagne sa juste part de puissance coloniale. En 1914, le canal de Kiel est élargi pour permettre aux nouveaux grands cuirassés de passer de la Baltique à la mer du Nord. En 1914, l'Allemagne possède une armée de terre remarquablement bien entraînée et commandée par un corps d'officiers formé dans la plus pure tradition prussienne. Enfin, le comte Alfred von Schlieffen donne au Reich un plan de guerre sans pareil, dans le cas où celle-ci serait déclarée. L'Allemagne est enfin prête, sinon impatiente de se battre. Dans son essence, le plan Schlieffen est simple. Tandis que 4 armées allemandes joueraient un rôle défensif le long de leurs propres frontières, les 3 autres grandes armées écraseraient la Belgique en une gigantesque poussée en arc de cercle, tout en contournant les Français. L'élément de rapidité et de surprise balayerait les Français du terrain. Les armées allemandes pourraient alors se retourner et renforcer leur action de retenue à l'Est contre les Russes, qui seraient longs à se mobiliser. Ce plan apporterait une solution à la grande crainte, une guerre sur 2 fronts. Le plan Schlieffen va dépendre littéralement de la ponctualité du réseau ferroviaire allemand. Le train de 9h45 de Berlin à Bruxelles est toujours le Berlin-Bruxelles. Seule la cargaison a sinistrement changé. À Sarajevo, la longue attente se termine et le boulet de la guerre en Europe sillonne comme une traînée de poudre, du centre de la tempête balkanique vers l'extérieur. Les ultimatums, les menaces et les contre-menaces s'échangent à travers l'Europe. Mais les dés sont jetés, les ambitions vaines, les obligations, la naïve pression publique ou simplement la peur poussent les grandes puissances au combat les unes après les autres. Des millions de troupes sont conduites par le train vers les zones de combat sous les cris perçants de « à Berlin » ou « à Paris ». Mais atteindre la tête de ligne est une chose, transporter de nombreuses armées jusqu'au front en est une autre. Un fantassin ne va pas plus vite en 1914 qu'un siècle auparavant lors de la confrontation de Waterloo. Les opérations logistiques de transport et de ravitaillement de ces grandes armées de terre, avec leur artillerie lourde et leurs armes, sont impressionnantes. Le déplacement d'une division de 12 000 hommes, avec leurs chevaux, leurs magasins et leurs équipements, demande 1000 wagons.
En tête de ligne commence une longue et pénible marche dans la boue pour atteindre le front. Une fois déchargée d'un train, une division occupe 25 km de route et prend 5 heures à passer une borne. La première armée allemande compte à elle seule 320 000 hommes. Tandis que l'Allemagne représente le mobile principal de l'action, c'est le système des alliances qui doit déterminer l'échelle du conflit. Les grandes armées, sérieusement constituées pour assurer la sécurité et préserver la paix, assument, une fois engagées, un dynamisme propre et sans retenue. Comme attiré par un aimant vers la bien-aimée Alsace-Lorraine, le plan de guerre français envoie les troupes au nord en direction du Rhin, faisant le jeu des Allemands. Le 4 août 1914, ne tenant aucun compte de la neutralité de la Belgique, les formidables armées allemandes déferlent au-delà de leurs frontières. Le cauchemar de la Première Guerre mondiale a commencé. L'illusion première que le conflit n'est qu'une guerre de mouvement est vite dissipée alors même que l'avance rapide des armées allemandes s'épuise à l'approche de la Marne. Certaines unités de la première armée de von Kluck, diminuées et épuisées sur la lisière de l'Arc de Cercle, couvrent une distance moyenne de 40 km par jour. Même si les Allemands gagnent la bataille de la Marne, ils ne peuvent aller plus loin. Leurs lignes de communication vers le haut commandement sont distancées, leurs lignes d'approvisionnement s'épuisent. Ces armées modernes ne peuvent vivre des ressources du pays. Le ressort allemand est distendu. Le plan de Schlieffen a échoué. La résistance courageuse de la brave petite Belgique à la forteresse de Liège retarde la poussée allemande pendant une période cruciale de 11 jours, permettant ainsi aux forces alliées de s'organiser. À l'Est, le début de la guerre se montre défavorable aux puissances d'Europe centrale. Repoussé avec mépris de la Serbie, avec une aisance extrême par certains des meilleurs guerriers du monde, vaincu à Gubinen par des hordes russes en haillons mais néanmoins irrésistibles et forcé d'évacuer la Galice. Mais tous ces échecs sont compensés par la bataille tactique et brillante de Tannenberg, où les Allemands abattent une armée russe numériquement supérieure et font 100 000 prisonniers. Cette bataille, la plus grande victoire de la guerre, met en évidence deux hommes qui vont diriger l'effort de guerre de l'Allemagne tout entière. Paul von Hindenburg, un soldat de carrière de 66 ans rappelé de sa retraite, et en parallèle, le brillant stratège Erich Ludendorff. À mesure que les diverses manœuvres d'encerclement au cours des premiers mois sur le front de l'Ouest sont parées et arrêtées, l'échec de la course vers la mer se profile. Il s'épuise, la guerre de mouvement ralentit et les deux armées se retranchent de la Suisse jusqu'à la mer. À l'Est, un front plus fluide se dessine alors que les armées désorientées renoncent à se retrouver dans les grands espaces vides, au-delà des têtes de ligne. Dans le No Man's Land, entre les lignes, des paysans cultivent toujours la terre. On aboutit à une impasse lorsque l'hiver s'installe sur les deux fronts. La guerre ne sera pas finie à Noël. Le coût des opérations militaires de 1914 est stupéfiant. Les morts et les blessés se comptent déjà par millions, et tout le résultat que les armées peuvent retirer de ce carnage se résume à une impasse mortelle qui durera des années. Les espérances se heurtent à la dure réalité que connaissent des millions de réfugiés portant leurs pathétiques ballots et fuyant la Belgique occupée sous le regard hébété d'officiers de cavalerie d'opéra comique, avec leurs plumés et fanions, leurs épées, leurs lances et leurs idées démodées, inspectant les champs de bataille. Ce n'est pas la glorieuse et rapide guerre à laquelle ils s'attendaient. Chacune des nations combattantes est saisie par la folie du mois d'août en 1914, quand les hommes répondent partout à l'appel aux armes en un fervent élan patriotique.
En Grande-Bretagne, des recrues de tous les âges arrivent en grand nombre pour s'enrôler. Ce n'est pas une guerre de paysans ni une guerre de soldats de carrière. Des classes d'universités entières, tous les employés d'un même lieu de travail, des villes et des villages entiers s'en vont à la guerre en bataillons de copains. Les gens avec qui ils ont vécu deviennent les gens avec qui ils meurent. Ainsi, les hommes de toute une ville pouvaient être virtuellement anéantis lors d'une grande bataille. Ce ne doit pas être le bref interlude glorieux de leur vie où l'appel au devoir renferme une promesse de grande aventure, le prestige de l'uniforme. C'est aussi une pause dans la monotonie de l'existence et pour certains, la première assurance d'un salaire régulier. Dans les pays où la conscription est de règle, l'ardeur de se joindre à la bataille n'est pas moins forte. L'Europe est aux prises à une hystérie guerrière. Dieu, semble-t-il, est avec chacun, même avec le Kaiser. Dieu a entendu le chant et le cri des nations en bataille. God save England et God save the King. Dieu par-ci, Dieu par-là et Dieu partout. Mon Dieu, dit alors Dieu. Que de travail pour nous. En Grande-Bretagne, les rues, les salles de concert et même les chaires d'église réagissent à l'engouement infectieux de cette passion et de ce sentiment nationaliste. Les membres de la famille royale décident même de changer leur nom germanique. Saxe-Cobourg-Gotha devient Windsor, Battenberg devient Mountbatten. Mais il y a aussi un sinistre aspect à ce zèle populaire, une cruelle xénophobie. La haine pour le Kaiser Guillaume le gangster se mue en outrage et quiconque porte un nom qui semble étranger est victime de la foule. L'étranger devient alors l'ennemi. Le rôle de la propagande en tant qu'arme prend un intérêt et une importance inconnus jusqu'ici. Le développement de la presse populaire prête aux responsables de la propagande les moyens de véhiculer leur message simplifié, un message à sensation, chauviniste et rarement fidèle à la réalité. L'image de l'ennemi dépeint tel un monstre est avidement absorbée par un public assoiffé de bataille, tandis que l'idée de guerre héroïque et glorieuse est renforcée par la présentation d'une vérité déformée quand il s'agit des cruelles réalités. Au niveau officiel, on ordonne des internements sur une grande échelle des étrangers présumés. Mais la Grande-Bretagne n'est pas la seule à réagir ainsi. Les ressortissants étrangers sont également arrêtés en Allemagne et en Autriche. Pourtant, l'appui pour la guerre n'est pas universel. Dans les villes, au point de départ des troupes et dans les centres de recrutement, la ferveur est contagieuse. Mais dans les vastes régions rurales de l'Europe, dans l'apathie quasi générale, on a une attitude résignée face à la guerre. La Grande-Bretagne, protégée de l'invasion, peut parler aisément d'une guerre juste, alors qu'elle réagit au destin de la petite Belgique. Mais l'Europe continentale a déjà subi les conséquences de conflits similaires. Des hommes absents pour la moisson, des foyers détruits, de pitoyables colonnes de réfugiés. La guerre qui se prolonge cause des problèmes gigantesques pour les hommes politiques. En Grande-Bretagne en particulier, l'économie doit être mise sur le pied de guerre pour assurer des vivres aux soldats affamés. Le recrutement continu laisse de graves lacunes dans la main-d'œuvre industrielle. Le gouvernement se rend compte trop tard qu'il a perdu les précieux ouvriers des mines et de la sidérurgie qui sont partis au front dans la vague d'enthousiasme initial et il s'efforce en vain de les rappeler avant qu'il ne soit trop tard. Mais la majorité des brèches sont comblées par des femmes et finalement par des enfants. Légalisation cynique d'une pratique devenue habituelle depuis longtemps dans les familles très pauvres. Tandis que les suffragettes de la classe moyenne saluent l'accroissement de la main-d'œuvre féminine comme un nouvel acquis en faveur de l'émancipation, la vérité bien connue de la classe ouvrière est qu'il s'agit simplement d'un travail supplémentaire. On peut gagner davantage d'argent dans les usines de munitions que comme domestique ou dans les filatures.
Mais les responsables de la propagande tirent parti de cette nouvelle armée nationale féminine, malgré les protestations et le ressentiment manifestés dans les lieux de travail traditionnellement masculins et les inquiétudes de danger moral et d'abandon d'enfants. Toute fascination disparaît bien vite, les femmes s'apercevant qu'elles assument 2 emplois et travaillent durant un nombre d'heures incroyable. La plupart des foyers ont au moins un soutien de famille à l'armée et les augmentations de salaire n'arrivent pas à compenser l'inflation galopante. Seuls les usuriers amassent de l'argent grâce à la guerre. Heureusement pour les hommes politiques, surtout en Allemagne, la trêve entre les classes tient bon et le Kaiser peut prononcer ces quelques mots avec gratitude devant le Reichstag à majorité socialiste. Je ne vois pas de partis ici, seulement des Allemands. Dans cet esprit initial de coopération et d'unité, les mécanismes de la guerre sont bien huilés et la guerre continue. L'entrée en guerre de la Grande-Bretagne et de sa marine démontre que la guerre européenne devient une guerre mondiale, alors que la guerre se poursuit partout où l'Allemagne ou ses alliés ont de l'influence. La marine britannique transporte des troupes à son gré et la grande flotte allemande est impuissante face à elle. L'Empire britannique domine les mers. L'entrée en guerre du Japon, le 23 août 1914, est une garantie de cette suprématie écrasante à laquelle les commandants de la flotte allemande réagissent avec une prudence exagérée et continue. La haute mer n'est pas témoin de conflits importants. Les grands cuirassés passent et repassent pour assurer le blocus et le contre-blocus, leurs commandants peu enclins à risquer leurs précieux fardeaux. En vérité, ces grands navires sont superflus dans la course aux armements. Ils représentent un gaspillage de technologie et de matériaux démodés et extravagants en face de la menace silencieuse des sous-marins qui émergent comme le seul espoir de l'Allemagne de briser le blocus paralysant des Alliés. Une attaque sous-marine isolée a un effet politique profond sur la guerre. Le 17 mai 1915, le sous-marin allemand U-20 torpille le paquebot de la ligne Cunard-Lusitania dans la dernière partie de son voyage de New York à Liverpool. 1198 hommes, femmes et enfants parmi les 2000 passagers, y compris des Américains, périssent dans le naufrage. Alors que leurs corps sont rejetés sur les plages de Kinsale, le public réagit avec horreur, particulièrement en Amérique, pays neutre. Il fut révélé plus tard que le paquebot transportait en fait du matériel de guerre. Mais le tort avait été fait. La nation neutre la plus puissante, les États-Unis, est attirée inexorablement vers la cause des Alliés. Le torpillage du Lusitania n'est pas le seul signe de l'aspect sinistre et mortel de la guerre moderne. Et le sous-marin n'est pas la seule arme du XXe siècle à dissiper les derniers vestiges romantiques de la contemplation de la guerre. L'impasse où se trouve le front de l'Ouest en 1915 est loin d'être sans perte. Pendant tout l'hiver, le printemps et l'automne, les combats sont continus, meurtriers, onéreux, futiles, quand des 2 côtés, on lance des offensives mal coordonnées sur les lignes de l'ennemi. Neuve-Chapelle, Loos, Artois, Champagne, Côte-d'Aubert, Ypres, Festubert. Les mortiers, les obusiers et l'artillerie lourde creusent ce paysage qu'on ne peut oublier et qui reste comme l'image surréaliste de la Grande Guerre. Un terrain vague saccagé, boueux, sanglant, couvert de corps mutilés des combattants. Chaque soldat ne connaît que sa propre guerre. Le monde bizarre du simple soldat n'est qu'un point sur la scène monumentale de la guerre dans lequel il ressent toute une gamme d'émotions, depuis la peur paralysante jusqu'à l'ennui abject. Le long de ces quelques centaines de mètres de front, il vit avec sa nouvelle famille, son propre escadron ou peloton, la seule chose qui ait un sens dans ce monde de cauchemars infesté de rats et de poux,
pénétrés de la puanteur envahissante de cordite et de pourriture. Contrairement au mythe qui persiste encore, seul un quart du temps s'est passé dans les tranchées du front, mais ce temps bannit toute description pour l'éternité. Pour le reste, s'il survit, la vie est d'une monotonie prévisible, relevée seulement d'un humour fataliste, légèrement insolent et des liens étroits de camaraderie. Mais l'humour prend une nuance amère. Bonjour, a dit le général, rencontré la semaine dernière en chemin vers le front. Maintenant, la plupart des soldats qu'il saluait en souriant sont morts, et nous maudissons son état-major, salauds incompétents. Harry grommelait à Jack, drôle d'original, en marchant d'un pas lourd vers Arras, fusil et équipement sur le dos. Mais ils ont été fichus tous deux par son plan d'attaque. Les généraux sont tout aussi perplexes, et acculés par le monstre effrayant qui est déchaîné, ils essaient désespérément de lancer des forces géantes depuis la salle des cartes, loin du front, en criant des ordres contradictoires dans les téléphones de terrain, le long d'une chaîne de commandement embrouillée. Les communications sont épouvantables, un méli-mélo de messagers, de pigeons voyageurs et de fusées éclairantes, la plupart des lignes téléphoniques coupées par des tirs de barrage. Une fois l'offensive décidée, les généraux ont peu ou pas du tout de contrôle sur le déroulement. Les batailles deviennent des événements confus dans le brouillard de la guerre. Cependant, le phénomène de solidarité nationale, au milieu d'une saignée et de souffrances effroyables, tient bon, malgré quelques faibles manifestations de mécontentement. L'opinion publique, attisée par la presse et une propagande à sensation, attribue les qualités de demi-dieu au chef militaire. Hindenburg, Kitchener et Joffre personnifient la volonté de remporter la victoire pour leur pays. Tout citoyen loyal est censé avoir une foi aveugle en ces grands guerriers qui, à vrai dire, perdent pied comme ils tâtonnent à la recherche de l'insaisissable victoire qui les sortira du cauchemar. Comme les fragiles biplans apparaissent au-dessus de la fumée de la bataille, une nouvelle dimension est ajoutée à la guerre, embryon qui conduit seulement 30 ans après aux horreurs de Hiroshima, la guerre aérienne. Mais la puissance aérienne en est à ses débuts. L'avion n'est qu'un simple outil de reconnaissance, de mitraillage au sol primitif et de perturbation mineure des mouvements de troupes ennemies et de leurs lignes de ravitaillement. Les combats romancés entre avions de chasse des chevaliers du ciel, avec les forces du légendaire baron rouge von Richthofen, sont plus un spectacle pour l'infanterie lasse et harassée au sol qu'ils n'ont d'influence sur le cours de la guerre. Et même les gigantesques zeppelins, plus grandes menaces à leur équipage qu'à leur cible, sont observés et jugés comme une invention extravagante par un public ébahi. L'avion n'est que le petit enfant de la guerre. Tandis que le va-et-vient continue sur le front de l'Est pendant toute l'année 1915, l'entrée en guerre des Italiens du côté des Alliés, au mois de mai, ouvre tout un nouveau front dans le Tyrol et une nouvelle forme de stratégie basée sur la maxime « qui tient les hauteurs, tient les vallées ». L'attaque éventuelle de l'Allemagne à revers par l'Autriche est pratiquement interdite par la nature. La guerre des Alpes en Italie n'est qu'une répétition de la campagne de France aux conditions encore plus difficiles, une série d'attaques stériles ne menant à rien. L'Italie, ses nombreux soldats, son peu d'équipement et de lourds canons devient une affaire coûteuse pour l'effort de guerre allié.
En septembre 1915, Foxy Ferdinand de Bulgarie, voisin de la Serbie, s'allie secrètement avec l'Allemagne. Et en octobre, les Britanniques et les Français débarquent à Salonique, dans la Grèce neutre. Cette manœuvre manquée pour aider la Serbie doit immobiliser à la longue 600 000 hommes dans ce que les observateurs allemands appellent avec sarcasme le plus grand camp d'internement de la guerre. La Turquie se révèle aussi comme une saignée sur les ressources alliées, réclamant de plus en plus de troupes impériales pour les campagnes de Mésopotamie et des Dardanelles. Ce qui commence comme une simple opération pour sauvegarder les installations de pétrole du Golfe Persique se termine par l'humiliation des Britanniques au siège de Kout, où ce qui reste de l'armée britannique, un groupe de soldats affamés sous le commandement de l'ambitieux Townshend, se rend en avril 1916 aux implacables Turcs. Les troupes indiennes émaciées se laissent mourir de faim plutôt que de manger de la viande de cheval. La Turquie, bien qu'un ennemi secondaire, se montre un adversaire redoutable. À Gallipoli, les forces britanniques, australiennes, néo-zélandaises et françaises combinées sont très mal équipées. Elles rencontrent une vive résistance de la part des Turcs et ne parviennent qu'à prendre pied précairement sur la péninsule au cap Hélas et à la crique Anzac avant que la campagne ne s'installe dans l'impasse de tranchées trop familières, rendue insupportable par la chaleur extrême, les maladies et l'insuffisance critique d'approvisionnement. La puissance maritime britannique, tant vantée, fait gravement défaut alors que la guerre est acculée dans une nouvelle impasse. Au début de l'année 1916, les dernières troupes sont évacuées de Gallipoli en un repli tactique brillant, terminant la tragédie des Dardanelles. Fausse manœuvre terrible, bien que magnifique. Une action décisive aurait pu forcer la Turquie à sortir de la guerre. La route commerciale vers la Russie aurait été dégagée et un nouveau front aurait même été ouvert contre l'Allemagne. Mais le détroit de la mer Noire reste bloqué et la Russie isolée de ses alliés de l'Ouest. Les survivants de Gallipoli laissent derrière eux 200 000 camarades disparus, victimes de la maladie comme du conflit. L'architecte du fiasco, Winston Churchill, ne regagne pas sa réputation pendant toute la durée de la guerre. Pourtant, le grand carnage ne s'est pas encore produit. La guerre s'aggrave, envahissant tous les secteurs de la vie économique, politique et sociale. La guerre devient dangereuse pour l'élite dirigeante dont la mauvaise gestion et la faiblesse sautent aux yeux. Maintenant, ils ne peuvent se permettre une défaite. La guerre est poursuivie avec une férocité encore plus grande quand le front réclame de plus en plus d'hommes, d'obus et d'armes pour sortir de l'impasse sanglante. L'enjeu est considérable. Les disparus ne peuvent avoir affronté la mort en vain. De cette campagne résolue sur le front de l'Ouest résultent 3 batailles qui deviennent le symbole de la Première Guerre mondiale, du carnage effrayant, des opérations qui ne mènent à rien. Verdun, la Somme et Passchendaele. La facilité avec laquelle les Allemands transportent leurs armées d'un front à l'autre, d'un lieu critique à l'autre, grâce à leur superbe réseau ferroviaire stratégique, amène les Alliés à lancer un assaut total en 1916 et à appliquer une pression concentrique, militaire, navale et économique pour écraser les puissances d'Europe centrale, une fois pour toutes. Le pivot de la stratégie doit être une attaque massive où les lignes alliées se rencontrent, à la Somme. Mais l'Allemagne a son propre plan.
Un assaut sur une cible, symbole cher aux Français qu'ils sont obligés de défendre jusqu'au bout, les forteresses de Verdun. À 7 h du matin, le 21 février 1916, les Allemands commencent la grande bataille avec le bombardement le plus destructif jamais vu dans cette guerre. Cependant, 10 mois plus tard, Verdun résiste toujours. Grâce à la ténacité des Français, à la voie sacrée, l'artère vitale par laquelle 3000 camions par jour apportent des vivres à l'armée assiégée, Verdun est toujours en vie. Mais à quel prix ? Le grand creuset de destruction a fait 700 000 victimes parmi les Français et les Allemands, et tout cela pour quelques futiles forteresses. Et la folie continue. Avec le siège de Verdun, la Somme a perdu toute valeur stratégique en tant que champ de bataille. Cependant, avec une obstination classique, les Britanniques décident de mettre leur plan à exécution contre un ennemi bien préparé, fort d'un système de tranchées-abris de 12 mètres de profondeur, bien protégé contre le plus fort bombardement. Il est inconcevable que cette ligne puisse être forcée, et cependant, le 1er juillet, après 8 jours de tirs de barrage sans effet, la 4e armée britannique monte au front en ordre parfait. Vague après vague, les troupes d'infanterie quittent leurs tranchées un matin de juillet ensoleillé pour aller s'empêtrer avec un équipement lourd dans les fils de fer enchevêtrés et s'embourber dans les cratères et les fondrières creusées par le bombardement. Les Allemands ont amplement le temps de sortir indemnes de leurs tranchées et de commencer un carnage horriblement facile. Avec la dernière salve de mitrailleuses, les canons deviennent silencieux sur la Somme. À la fin de l'après-midi, les Britanniques perdent 60 000 soldats, dont un tiers sont tués au cours de la pire journée de carnage infligée par une armée pendant la guerre, du jour le plus sanglant dans l'histoire de l'armée britannique. Trois jours s'écoulent avant que tous les blessés puissent être ramenés dans des douleurs intenses du champ de tuerie. Et pourtant, pendant 6 mois encore, le bain de sang continue, avec une indifférence presque criminelle de la part des généraux qui refusent de renoncer à leur vantardise ou changer quoi que ce soit à la rigueur de leur plan. C'est la guerre selon les règles, une tentative de contrôle des incertitudes et des confusions de la guerre en refusant simplement de les reconnaître. Au 13 novembre, la vanité obstinée des deux camps cause 1 million de morts et de blessés. Les infortunés guerriers de la Somme, épuisés, doivent être les témoins de 2 événements qui deviennent le symbole d'une guerre qui a changé pour toujours. Le 14 juillet, dans une soudaine attaque matinale du front allemand, les lignes sont occupées sur 8 km, puis survient cette échappée traditionnelle dont rêve tout général britannique. L'infanterie est témoin d'un spectacle unique sur le front de l'Ouest, 3 divisions de cavalerie galopant vers la brèche, au son du clairon, les fanions au vent, les lances étincelantes. La vision glorieuse s'écroule alors que les mitrailleuses ouvrent le feu. Deux mois plus tard, les premiers et rares chars d'assaut britanniques écrasent les fils de fer barbelés. L'idéalisme périt sur la Somme. Les volontaires enthousiastes ne le sont plus. Ils perdent la foi en leur cause, en leur chef et en tout, excepté la loyauté envers leurs camarades. Les populations civiles sentent la guerre se rapprocher.
Parmi les victimes se trouvent non pas des héros lointains, mais leurs amis, leurs parents, leurs proches. L'inflation apparaît, le prix de la nourriture monte en flèche, les prix ne sont soumis à aucun contrôle. Les files d'attente pour le pain et les soupes populaires se multiplient. Le marché noir fait rage. L'Allemagne, victime d'une moisson ratée et commençant à ressentir l'effet du blocus, meurt de faim. Mais malgré les privations qui pénètrent dans la vie d'un nombre toujours plus grand de la population, en Grande-Bretagne, les riches peuvent toujours se permettre des divertissements. Sans doute ferment-ils une aile de leur demeure pour économiser le combustible, ou perdent-ils quelques domestiques allant travailler dans les usines de munitions, mais il y a toujours Ascot et le Derby, même si la gaieté de Paris leur est interdite. Cependant, face à l'inégalité flagrante, dans tous les pays, des fissures commencent à apparaître. La trêve sociale chancelante en 1914 a simplement camouflé les lézardes provoquées par l'hostilité entre l'élite dirigeante et le peuple exigeant des réformes sociales. On ne voit encore que des signes sporadiques, émeutes de la faim, grève contre la conscription, groupes de pression d'objecteurs de conscience devenant plus puissants, mais le grondement des mécontents se fait plus bruyant. Les troubles nationalistes alimentent ce feu caché. La révolte arabe contre l'Empire ottoman, le soulèvement de Pâques manqué des séparatistes irlandais, les désertions des Tchèques dans les armées austro-hongroises polyglottes qui sont déjà affaiblies par l'offensive d'été du général russe Brusilov en 1916. Cette offensive a des conséquences politiques d'une portée considérable. Les armées des Habsbourg perdent leur enthousiasme pour la lutte. L'unité, la loyauté et la cohésion disparaissent. Et la perte d'1 million de soldats au cours de cette dernière grande campagne russe de la guerre contribue à l'effondrement de la dynastie des Romanov, dégageant la voie pour la révolution de 1917, alors qu'on assiste à la débandade des Russes et leur abandon de la guerre en signe de mécontentement. En novembre 1916, le vieil empereur au destin tragique, François-Joseph d'Autriche, s'éteint, signalant la fin d'une époque comme l'ouvrage de sa vie s'écroulait, l'empire pour lequel il a combattu et conspiré, déchiré par la guerre et l'insurrection. Avec lui, l'ancienne Europe disparaît à jamais. La guerre totale, guerre qui a empiété sur la vie de chaque citoyen, en est la garantie. Les promesses vaines de 1914 se sont maintenant changées en une amère dérision, alors que la facture du boucher, dénombrant les vies gâchées, la faim, les privations, les sacrifices et les chagrins, est examinée. La ferveur nationaliste, enflammée par une propagande trompeuse, s'est aigrie pour devenir désillusion, désespoir et amertume qui se lisent sur les visages silencieux et crispés de ceux qui reviennent du front. On me demande où je suis allé, ce que j'ai fait, ce que j'ai vu. Tout ce que je peux répondre, c'est « ce n'était peut-être pas moi, mais quelqu'un juste comme moi, qui est allé au-delà des mers, avec ma tête et mes mains, tuer des hommes en terres étrangères, bien que je sois à blâmer, parce qu'il portait mon nom. » Mais il n'y aura pas de paix ni de compromis. La conscription remplit les vides laissés par les disparus et les nations combattantes se serrent la ceinture et remplissent leurs arsenaux pour une autre année de guerre encore, une guerre d'engins encore plus diabolique pour mutiler, pour tuer, inspirée de la nouvelle technologie humaine, le sous-marin, le char et le plus obscène et redouté de tous, le gaz asphyxiant.
Par contraste avec l'Europe, l'Amérique, qui a mis un point d'honneur à ne pas faire la guerre, jouit de la période la plus prospère de son histoire, s'enrichissant en fournissant les besoins des Alliés, tandis que le président Woodrow Wilson joue le rôle d'artisan de la paix. Le 18 décembre 1916, Wilson invite les belligérants à stipuler leurs conditions de paix, mais il est trop tard. Les dirigeants, Lloyd George en Grande-Bretagne, Nivelle en France et le puissant Ludendorff s'opposent formellement à un compromis. Les Alliés sont alors résolus à entraîner les États-Unis dans la guerre. Il ne faut qu'un dernier appel à l'idéalisme américain pour porter ces vastes ressources du côté des Alliés. Les Yankees arriveront bientôt et la guerre continuera. Les soldats se terrent misérablement dans les tranchées et tout le long du front de l'Ouest. Au cœur de ce troisième hiver glacial, ils doivent méditer avec tristesse sur la promesse vaine de 1914. On leur avait dit alors qu'ils seraient rentrés à la maison pour Noël. On ne leur avait pas précisé lequel. Au cours de l'été 1914, les nations de l'Europe entrent dans un conflit d'une sauvagerie imprévisible et sans précédent. Le mouvement vers la guerre est inexorable et pourtant la guerre aurait pu être évitée. Le consensus général et une apparente cordialité masquent les dissensions qui se préparent, cachées par une impressionnante logique de mobilisation industrielle et d'armement. Du centre de la tempête balkanique, les vents de la guerre se déchaînent vers l'extérieur, engouffrant les nations les unes après les autres. Dans un tourbillon de rumeurs, de menaces et de diplomatie frénétique, les grandes puissances mobilisent leurs troupes en marche vers la guerre. Pendant 40 ans, une structure d'alliance maintient l'équilibre du pouvoir en Europe et par conséquent la paix. En 1914, cette structure se cristallise en deux grands camps armés. En Europe centrale, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie s'allient à la Turquie. À la périphérie, la Grande-Bretagne, la France et la Russie font le contrepoids. Depuis la guerre franco-prussienne de 1871, les chefs militaires, les progressistes comme les réactionnaires, se mettent tous d'accord sur un point. La suprématie de l'attaque est la meilleure méthode de défense. La mobilisation des Russes à l'appui de leurs intérêts dans les Balkans provoque une peur panique parmi les puissances d'Europe centrale. Craignant une guerre sur deux fronts, les Allemands élaborent depuis longtemps une stratégie de mobilisation rapide et d'avance fulgurante à travers la Belgique pour pénétrer en France. En contournant l'armée française et en encerclant Paris par l'ouest, les Allemands projettent l'élimination rapide de la France. Toute menace sérieuse de ce côté est donc écartée. C'est ainsi qu'un système d'alliance conçu pour maintenir la paix, combiné avec des philosophies militaires en faveur de l'attaque, pousse l'Europe toujours plus près pour finalement la précipiter dans la guerre.
La ferveur guerrière est généralisée. Chaque nation entre en guerre croyant le faire au titre de la légitime défense. Et à la perspective de nobles sacrifices, d'aventures et de gloire, vient s'ajouter la conviction d'une vertu morale. On voit partout des démonstrations d'unité nationale. Le patriotisme est exacerbé par la propagande. Les conflits intérieurs se dissipent dans un nouvel esprit de conciliation et de compromis. Il y a un sentiment universel de vertu et une certitude que tout sera réglé très vite. En septembre, après 6 semaines de combats violents, la campagne allemande à travers la France et la Belgique est en perte de vitesse sur la Marne. À l'est, les Russes subissent de lourdes pertes aux batailles de Tannenberg et des lacs Masuriens. En décembre, ils sont sur la défensive et stabilisent la ligne de front. En France, la guerre dégénère en un futile massacre, rendu encore plus terrible par un bombardement incessant. Les deux camps combattent pour regagner l'initiative et reprendre la guerre de mouvement. Face à une impasse en France et face à une pause inquiétante sur le front de l'Est, les Alliés obtiennent l'intervention de l'Italie grâce à des promesses de gains territoriaux en Autriche et dans les Balkans. Mais la contribution des Italiens se montre insuffisante pour affronter les puissances d'Europe centrale ou pour forcer l'impasse militaire en retirant des forces des autres fronts. De nouveaux efforts sont déployés pour étendre la guerre. Des débarquements à Salonique et dans les Dardanelles n'apportent que de nouveaux échecs et une stagnation plus intense sur tous les fronts. On essaie de faire porter le fardeau de la guerre aux populations civiles. Les flottes de haute mer de la Grande-Bretagne et de la France imposent un blocus de leurs ennemis continentaux. Sous les eaux, les Allemands imposent leur propre blocus. Les pertes en hommes sur le front se multiplient et parallèlement les privations s'intensifient dans le pays. À la pénurie croissante viennent s'ajouter les exigences insistantes de l'industrie. Le flot des armes a pour but de rétablir la guerre de mouvement, mais il produit l'effet contraire. Sur un terrain défoncé et tourmenté par les incessants bombardements, les troupes qui avancent sont dans une situation désavantageuse sur tous les points. Pourtant, le carnage se poursuit. Aux batailles de Verdun et de la Somme en 1916, près de 2 millions de vies sont sacrifiées en vain. Cette stagnation ne renferme guère d'espoir de solution pacifique. La guerre, qui avait commencé en une bataille de survie, développe son propre dynamisme incontrôlable. L'apparition sur la scène politique de Hindenburg et de Ludendorff en Allemagne, de Lloyd George en Grande-Bretagne et de Clémenceau en France marque un durcissement des attitudes et une impasse politique aussi absolue que n'importe quelle impasse militaire. C'est ainsi qu'en 1917, les puissances sont toujours en guerre. Le conflit est rendu encore plus mortel et plus insoluble par l'impasse des armes et le manque d'initiative. Sur chaque champ de bataille, des luttes mornes reflètent la détresse grandissante et l'épuisement total des hommes et des nations. Seul dans les airs, un sentiment de vigueur et de mouvement voit le jour. Au début de la guerre, l'aéroplane en est encore à ses premiers balbutiements et les premières machines embryonnaires aux constructions maladroites et rudimentaires attirent les critiques plutôt que les louanges des chefs militaires.
Cependant, dans les premiers mois de la guerre, ils prouvent leur valeur et justifient amplement les investissements qui leur sont accordés de mauvaise grâce. Les aviateurs britanniques sont les premiers à faire connaître les mouvements des Allemands vers Mons et la Marne, permettant ainsi de prendre des mesures pour arrêter leur avance. Les pionniers de la reconnaissance aérienne sont munis de pistolets ou de carabines. Ces armes sont ensuite remplacées par des mitrailleuses montées à l'arrière de l'appareil ou en une position leur permettant de faire feu à l'avant au-dessus de l'hélice. C'est en 1915 qu'est mis au point l'interrupteur mécanique. Ce dispositif permet à l'arme de faire feu à travers l'arc de l'hélice en déclenchant la culasse lorsque la pale se trouve dans la ligne de tir. Cette invention permet de lancer le premier appareil de chasse véritable. Les progrès remarquables de la technologie des aéroplanes au cours de la guerre et le développement simultané des tactiques de combat aérien reflètent un esprit d'initiative qui fait singulièrement défaut dans presque tous les autres théâtres de conflit. Ayant prouvé leur valeur dans le domaine de la reconnaissance, les premiers aviateurs s'assureront par la suite que les hostilités seront menées avec autant de véhémence dans les airs que sur terre, puisque le contrôle du ciel au-dessus des tranchées décide du contrôle des renseignements militaires. En plus de la reconnaissance des premières lignes, les aéroplanes servent de plus en plus au meilleur positionnement des canons, permettant à l'artillerie de viser les positions ennemies avec plus de précision. À partir de ces débuts primitifs devaient évoluer les premiers bombardiers spécialisés et le commencement de ce qui va devenir une controverse sans fin entre le bombardement tactique et le bombardement stratégique. Les raids de Zeppelin sur Londres engendrent le concept du bombardement, non seulement des industries et des installations loin du front, mais de toute une population, ce qui sape le moral et affaiblit la résolution nationale. Le rôle en évolution des aéroplanes conduit à des spécialisations et des divergences par la production de différents modèles destinés à des usages variés. En 1917, on assiste à la mise au point des premiers bombardiers à longue portée. Parmi eux, le remarquable Gotha, un avion bimoteur à hélice propulsive qui reprend en grande partie le rôle du Zeppelin en bombardant Londres par intermittence de 1917 jusqu'à la fin de la guerre. Le premier avion de combat fait aussi son apparition, de même que l'avion de reconnaissance léger, rapide et plus sophistiqué. De grands progrès voient le jour dans le développement de formations spécialisées, alors que les deux camps cherchent à résoudre les nouveaux problèmes de la défense aérienne. En même temps que les ballons de barrage, les canons antiaériens font leur apparition. Au début, les canons de campagne de l'armée sont munis d'affûts à forte déviation, mais ils sont accompagnés bientôt d'armes spécialisées lançant des obus munis de fusées à retardement. Pour les soldats dans les tranchées, pour les citadins là et de plus en plus accablés, les exploits de ces premiers aviateurs représentent le seul soulagement au milieu de la stagnation paralysante du front, les appels de la sirène et les demandes incessantes pour de plus grands sacrifices et d'efforts au pays.
Survolant les armées qui se morfondent dans la boue envahissante, ils tiennent la promesse illusoire qui a tant galvanisé les nations pendant l'été de 1914, la promesse d'aventure, de nobles combats, d'actions héroïques. Mais pour ces exploits, ils doivent payer chèrement. En un mois, en 1917, sur le front de l'Ouest, les Britanniques seuls perdent 316 pilotes et observateurs et 224 avions. À cette époque, presque un tiers de leur entière force d'opération. Parmi les rôles assumés par les aviateurs dans la Grande Guerre, l'un surtout acquiert une fascination et un prestige au-dessus de tous les autres. C'est celui de pilote d'attaque. On appellera d'ailleurs les plus valeureux des As. Parmi eux se trouvent des noms destinés à figurer pour toujours dans les annales de la guerre. Manfred von Richthofen, le Baron Rouge, Major Mick Manock du Royal Flying Corps, le pilote d'attaque et as canadien Billy Bishop, et un autre qui doit mettre sa réputation au service de l'infamie dans une autre guerre, l'as allemand Hermann Göring. En 1917, l'aviation et tout ce qui s'y rapporte enflamment l'imagination du monde entier. Les progrès réalisés dans d'autres domaines sont plus lents et souvent l'objet d'intrigues politiques. Mais une de ces innovations est déjà testée et mise à l'épreuve à la bataille de la Somme en 1916. Bien que rejeté comme une absurdité lors de sa première apparition, en 1917, le char de combat est reconnu comme une formidable arme de guerre. La seule arme, en fait, qui semble capable de faire évoluer la situation sur le front. En Grande-Bretagne et en France, différents modèles sont mis au point et testés dans un climat de ferveur et d'impatience. Les doctrines tactiques, longtemps figées, sont enfin confrontées à la dure réalité de la guerre moderne. Cependant, tandis que ces machines offrent la possibilité de sortir de l'impasse sur le front, elles contribuent aussi à l'industrialisation grandissante de la guerre, combat tout aussi crucial malgré son éloignement géographique du champ de bataille. On reconnaît petit à petit que le sort de la guerre sera finalement décidé non pas par les forces des armées, mais par l'exploitation et l'application des ressources de l'industrie à la production des armes de guerre. Le nombre de soldats n'est plus considéré comme aussi important que le nombre de chars, de canons et d'aéroplanes. Au cours des premiers mois de l'année 1917, les populations de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie sont soumises à d'immenses souffrances. De maigres moissons en 1915 et 1916 et le blocus des Alliés contribuent à la misère d'un hiver rigoureux où la faim et la malnutrition des citoyens contrastent lugubrement, comme en d'autres pays, avec la richesse évidente des profiteurs de la guerre. L'aggravation de la pénurie dans chaque pays entraîne l'apparition du marché noir et donc à des inégalités encore plus grandes, un sentiment d'impuissance et au ressentiment. Les industriels aussi retirent des bénéfices énormes de l'insatiable demande d'armes. Et partout, le fardeau tombe infailliblement sur les pauvres et les faibles. Pendant les premières années de la guerre, les Allemands n'attaquent pas au hasard les navires alliés, mais confrontés à une pénurie critique et à un blocus toujours plus dur,
le commandement allemand se résout à une offensive sous-marine de grande envergure. Le désespoir allemand est tel qu'ils ne peuvent s'empêcher d'entraîner indirectement les États-Unis dans la guerre. Mais c'est surtout en Russie que se font sentir les fardeaux de la guerre. L'industrialisation est arrivée tard en Russie. Ces paysans ne sont libérés de leur servage que depuis 1861. Dès lors, le pays connaît de graves troubles sociaux. La rationalisation de l'agriculture et l'apparition d'agriculteurs indépendants accélèrent l'exode des paysans déjà considérable vers les zones urbaines. Le prolétariat déraciné et affamé envahit les villes. C'est dans ces conditions que les immenses ressources de la Russie produisent des résultats. Au début de la guerre, elle s'industrialise plus rapidement que toute autre puissance. De surcroît, la guerre lui apporte son élan. Au cours des premières années de la guerre, la Russie subit une transformation industrielle inégalée par son ampleur et son intensité. Sa production de matériel de guerre augmente de façon spectaculaire. Mais ces résultats sont payés cher. L'inflation monte en flèche. Le réseau de communication commence à se désintégrer. Des stocks de nourriture s'entassent dans les campagnes, tandis que les citadins ont faim. Aucune perspective de victoire, ni aucun accord de paix, aussi éloigné soit-il, ne permet de soulager les privations subies par les populations civiles. En 1917, l'économie russe, chancelante, est au bord de l'abîme. Sa population civile, tout comme son armée, traumatisée, démoralisée, perplexe. Le nombre croissant de victimes, les privations toujours plus dures, l'impuissance manifeste du gouvernement, tout se combine pour attiser le feu de la révolte. Les grèves et les manifestations balaient Saint-Pétersbourg. Pendant la dernière semaine du mois de février, aux manifestants protestant contre la pénurie de denrées alimentaires viennent se joindre les Cosaques mécontents, postés dans la capitale pour assurer le maintien de l'ordre. Un soviet des travailleurs et des représentants des soldats est mis sur pied. Une immense foule se dirige vers la Douma, assemblée représentative instituée par le tsar, mais sans pouvoir réel. En présence d'une foule aigrie et potentiellement dangereuse, et en l'absence complète d'une quelconque autorité, la Douma réagit en nommant un gouvernement provisoire. Trois jours plus tard, le 2 mars, le tsar abdique, reconnaissant ainsi le gouvernement provisoire et la révolution. Le 6 avril, les États-Unis déclarent la guerre à l'Allemagne. L'offensive de grande envergure des sous-marins allemands rend leur intervention inévitable. Le déclenchement de la guerre délivre l'Amérique de la récession, entraînant l'essor de son économie en 1915 et 1916, alors qu'elle subvient aux besoins des nations en guerre. Les premiers succès de l'offensive des sous-marins allemands sont inattendus et mettent brusquement un frein à cette expansion économique, menaçant de plonger l'Amérique dans un marasme encore plus grave. Par ailleurs, la sécurité de ses clients, principalement la Grande-Bretagne et la France qui plient sous le poids de leurs dettes, joue un rôle important dans la décision des États-Unis. La garantie de leur paiement dépend finalement de leur victoire.
Cependant, l'entrée en guerre des États-Unis n'est pas inspirée simplement par ses âpres calculs économiques. La guerre des sous-marins va à l'encontre des valeurs morales américaines et la révolution russe, par sa promesse de démocratie, permet aux Américains de considérer le conflit comme une guerre entre les peuples libres et les empires autocrates des puissances de l'Europe centrale. L'entrée en guerre de l'Amérique apporte peu de répit immédiat à la Grande-Bretagne, souffrant maintenant d'une pénurie chronique et d'un mécontentement latent. Au cours des 5 premiers mois de l'offensive sous-marine allemande, les pertes en navires sont très importantes. Au cours du seul mois d'avril, un navire sur 4 qui apparaît ne revient jamais. Il semble que la Grande-Bretagne est elle-même menacée par l'ultime catastrophe, un sort qu'elle voulait infliger à l'Allemagne, la famine qui entraîne la défaite. En mai, la marine britannique institue un système d'escorte pour les convois maritimes, assurant la protection des navires marchands tout en appâtant ainsi les sous-marins. Ce système de convoi brise en fait la force de l'offensive sous-marine allemande. La mise au point d'appareils d'écoute hydrophonique et de grenades sous-marines contribue à faire tourner la chance du côté des Alliés dans la bataille de l'Atlantique, assurant ainsi une autre année de guerre sur terre, sur mer et dans les airs. Le printemps n'apporte que davantage de carnage sur les champs de bataille de France. Un nouveau commandant français, le général Nivelle, promet aux Alliés une victoire finale complète en 1917. La grande offensive est lancée le 16 avril dans la région du Chemin des Dames. Dès le début, l'attaque est un désastre. Malgré des succès mineurs remportés par les Britanniques dans les environs d'Arras à l'ouest, l'attaque principale s'embourbe devant les positions allemandes, à peine touchées par un bombardement fourni. Le soir, Nivelle n'avançait que de 500 mètres, au prix de pertes effrayantes. Le mois suivant, Nivelle persiste dans son offensive. Il obtient sa promotion en promettant la victoire. Il doit donc absolument tenir sa promesse pour éviter un désastre personnel. Au total, l'offensive de Nivelle coûte à l'armée française près de 250 000 hommes et démoralise les troupes à tel point que des mutineries en chaîne risquent d'entraîner l'effondrement militaire complet de la France. En mai, l'offensive finit par s'essouffler. Comparé aux pertes, les gains paraissent insignifiants. Pour l'infanterie française, il semble que ce sacrifice ait été entièrement vain. Le 15 mai, Nivelle est limogé. Son remplaçant, le général Pétain, doit faire face à l'immense tâche qui consiste à rétablir l'ordre et le moral de ses armées épuisées. L'échec des Français au Chemin des Dames place la responsabilité de l'attaque sur les Britanniques, leurs forces étant reconstituées et rééquipées depuis le désastre de la Somme. Pour alléger le fardeau pesant sur les Français et remporter une victoire purement britannique, le général Haig décide d'attaquer dans les Flandres pendant l'été. La troisième bataille d'Ypres commence par le barrage d'artillerie le plus violent de toute la guerre. Le bombardement durera 2 semaines sans succès réel, mais faisant du terrain une mer de boue presque infranchissable et livrant tous les avantages aux Allemands sur la défensive. L'attaque initiale se poursuit pendant 5 jours, une avance de 3 km au prix de 32 000 morts. Les chars massés derrière les lignes ne peuvent prendre part à la bataille. Le sol ne supporte plus leur poids.
Le 6 août, Haig reprend son offensive et renouvelle ses attaques en septembre et en octobre. En novembre, Haig avance de 9 km, capturant la côte de Passendale et ce qui reste du village qui donnera son nom à la bataille. La prise de Passchendaele coûte la vie à plus de 500 000 hommes, dont un grand nombre périssent noyés. En Russie, la situation se détériore. Une lutte intense oppose le gouvernement provisoire, création de la Douma, aux soviets improvisés, véritable enfant de la révolution. La personnalité remarquable d'Alexandre Kerensky domine ces deux conseils. Idéaliste, charismatique, il se résout à consolider la nouvelle démocratie russe. Pour cela, Kerensky croit devoir honorer les engagements de la Russie à l'étranger et, en continuant la guerre, obtenir un accord honorable pour son pays. Mais selon l'ordre numéro 1 du Soviet, le simple soldat russe ne peut être forcé d'exécuter les ordres qui sont en contradiction avec ses désirs personnels. La discipline s'effondre complètement sur le front. Les désertions sont endémiques. Non pas le filet régulier de vagabonds en fuite, mais une marée déferlante qui s'apparente à une démobilisation complète. D'autres forces plus insidieuses menacent Kerensky. Les événements de février prennent les révolutionnaires professionnels russes par surprise, embarras qu'ils tiennent absolument à masquer. À l'époque, le chef des bolcheviks, Lénine, se trouve en Suisse. Les Allemands prennent alors conscience qu'il ignore presque tout de la crise qui secoue son pays. Voyant en Lénine l'instrument avec lequel ils peuvent non seulement renverser Kerensky, mais aussi précipiter la Russie tout entière dans la catastrophe, ils envoient celui-ci secrètement en Russie via l'Allemagne. Des fonds lui parviennent par leurs agents pour financer sa mission. La première tentative de Lénine pour renverser Kerensky échoue. À la suite d'un coup d'État manqué en juillet, Lénine est démasqué comme un agent allemand et forcé de fuir Saint-Pétersbourg. Il se déguise en rasant sa moustache et en endossant les vêtements d'un ouvrier. Caché en Finlande, Lénine continue à comploter contre Kerensky, exhortant ses partisans à saisir les positions clés dans le Soviet et ainsi élargir le gouffre existant entre le Soviet et le gouvernement. Le conflit opposant le gouvernement à ce qui reste de l'armée, en parallèle à un chaos économique et industriel grandissant, affaiblit davantage Kerensky et renforce la position des bolcheviks, s'armant alors frénétiquement en prévision de l'effondrement total du gouvernement. Le matin du 27 octobre, tandis que Kerensky essaie de mobiliser des partisans dans les campagnes, le palais d'hiver est pillé par les bolcheviks qui proclament la chute du gouvernement provisoire. C'est ainsi que la démocratie est finalement écrasée en Russie. La victoire des bolcheviks met fin à la participation de la Russie à la guerre, participation devenue plus symbolique que réelle. La paix de Brest-Litovsk, signée au début de l'année 1918, permet à l'Allemagne de transférer des divisions à l'ouest et de rassembler ses forces pour une dernière grande offensive. La lutte pour s'assurer la suprématie aérienne repose autant sur la technologie que sur la tactique. Les progrès remarquables des premières années de la guerre acquièrent des raffinements subtils au cours de la dernière année. Une légère amélioration de structure ou de la puissance du moteur,
augmentant la vitesse d'un appareil ou donnant un avantage distinct à sa performance, peut lui permettre immédiatement de surpasser la machine d'un adversaire, transformant pratiquement l'aéroplane en une arme mortelle. Le Sopwith Camel assure la supériorité des Britanniques en 1917, mais l'arrivée de l'incomparable Fokker Mark 7 en 1918 rend aux Allemands la suprématie aérienne. Assurés une fois de plus de la maîtrise du ciel au-dessus des tranchées, les Allemands peuvent constituer en secret une armée de 3 millions d'hommes et de 10 000 canons. Le plan de Ludendorff est de déclencher une offensive fulgurante le long d'un front de 60 km. Le but est d'écraser les armées britanniques sur la Somme, déséquilibrer le front allié et repousser la ligne d'est en ouest. L'offensive débute à l'aube du 21 mars 1918. Après un bombardement bref mais destructeur, les Allemands avancent protégés par un nuage épais de brouillard matinal. Cette fois, il ne s'agit pas d'un déploiement d'infanterie en masse, mais de troupes de choc spécialement entraînées pour cerner les faiblesses des lignes britanniques. Des équipes de combat les suivent dans le but d'ouvrir des brèches à l'armée qui arrive. Ces tactiques sont complètement nouvelles, tactiques d'avance éclair et d'encerclement rapide. Elles seraient connues plus tard sous le nom de tactique Blitzkrieg. En 1918, elles sont dévastatrices. À la tombée de la nuit, les Allemands s'enfoncent dans l'arrière-garde de la zone de bataille britannique et en l'espace de quelques jours poursuivent leur marche en pleine campagne. Des milliers de soldats britanniques sont tout simplement dépassés. Il semble à bien des gens que la guerre est sur le point de se terminer. Les lignes britanniques sur la Somme sont enfoncées et leurs armées menacées de disparition. Les Français se préparent à se replier sur Paris. Mais au dernier moment, le désastre est évité. Non pas par un miracle militaire, mais en plaçant l'armée britannique sous le commandement du maréchal Foch, unifiant ainsi le commandement et engageant les Français à appuyer l'armée britannique. Au début du mois d'avril, l'avance éclair des Allemands commence à s'affaiblir. Bien que pratiquement en déroute, les Britanniques et les Français ont recours à leurs réserves mobilisées à la hâte. Par contre, les Allemands sont sur le point d'épuiser les leurs. Pendant 4 jours, les Allemands arrêtent leur offensive pour se rééquiper et se réapprovisionner. Les deux camps savent que la guerre entre maintenant dans une phase décisive. Les troupes américaines arrivent enfin en nombre suffisant pour faire pencher la balance. Si seulement les Alliés peuvent braver l'orage allemand, la guerre sera finalement gagnée. Le 9 avril, la tempête se déchaîne de nouveau sur la deuxième armée britannique dans l'avancée d'Ypres. De nouveau, les Allemands envahissent la zone de bataille britannique, progressant en certains endroits de 20 km. Mais comme à la bataille de la Somme, les Britanniques réussissent à stabiliser le front en se retirant en temps opportun et en rassemblant tous les effectifs possibles pour combler les brèches.
Repoussée au centre et à l'ouest du front, l'attaque se détourne vers les lignes françaises le long du chemin des Dames. Le 3 juin, les Allemands déferlent sur ces lieux. Ils avancent impitoyablement de 60 km vers la Marne. Mais là, les Allemands reçoivent sans embâche leur premier avertissement sur ce qui les attend. La route de Paris est bloquée, non pas par les Français, mais par les Américains. Depuis qu'il est à la tête du commandement des armées alliées, Foch maintient d'imposantes réserves stratégiques. Elles servent à retenir les Allemands au point le plus éloigné de leur avance. Pendant tout le mois de juillet, le front résiste et la menace sur Paris est contenue sur la Marne. En août, les Britanniques, avec les Français qui luttent à leur côté, lancent la contre-attaque à Amiens. Jusqu'ici, les chars n'ont jamais été employés avec succès. Depuis les batailles de la Somme en 1916, où les chars se sont lamentablement embourbés, leurs immenses avantages ont été gaspillés par une incompétence tactique et une réticence obstinée à les traiter autrement que comme des équipements superflus et coûteux. À Amiens, sur un sol ferme d'été, les chars avancent pour la première fois avec l'appui conjugué de l'infanterie. Pour une fois, ils ne sont pas annoncés par l'habituel martèlement interminable des canons. Ces mastodontes métalliques trapus roulent hors des brumes de l'aube au-dessus des fils de fer barbelés et des tranchées, justifiant tous les efforts et toutes les dépenses qui leur ont été consacrées. Dans la soirée, les chars sont à 11 km de leur ligne de départ. 15 000 Allemands sont faits prisonniers et bien davantage tués ou blessés. Pourtant, le 8 août 1918 est bien plus qu'une victoire pour le bon sens. Ludendorff l'appellera le jour sombre des armées allemandes, le jour où l'Allemagne perd la guerre. Cependant, si les implications de la défaite d'Amiens sont comprises du haut commandement, elles sont loin d'être claires aux yeux de l'infanterie allemande, dont la patience est mise à rude épreuve. Sur chaque champ de bataille, ils occupent encore un sol étranger, et le front de l'Ouest se trouve plus près de Paris qu'à aucun autre moment depuis 1914. Mais le flux continu des troupes et des armes américaines assure que Paris restera pour toujours au-delà de la portée de l'Allemagne, alors qu'aux immenses flottes de la Grande-Bretagne et de la France s'ajoute celle de l'Amérique, transformant le blocus en étau d'acier toujours plus resserré. Après 4 ans de blocus et de sacrifices immenses, les puissances de l'Europe centrale sont dangereusement proches de la famine et de l'effondrement. La capitulation de la Bulgarie en septembre 1918 apporte encore plus d'isolation et de privation. Des bruits courent que la défaite est proche, et la demande d'un armistice le 4 octobre a pour résultat d'attiser le mécontentement de l'opinion publique et de démoraliser encore plus les armées sur le front. Face à la puissance militaire croissante des Alliés sur terre, en mer et dans les airs, les Alliés de l'Allemagne vacillent puis s'écroulent. L'effondrement interne de l'Autriche-Hongrie en octobre et sa capitulation le 2 novembre laissent l'étau d'acier se refermer sur une Allemagne totalement isolée.
En Allemagne, les négociations s'éternisent avec en toile de fond des intrigues politiques et des troubles civils. Des initiatives symboliques et sans substance sont lancées en faveur de la démocratie parlementaire. Ludendorff est révoqué. Le 3 novembre, une mutinerie navale se répand dans les rues de Kiel. Le lendemain soir, Kiel est entre les mains d'un conseil de marins. La révolte se propage à Hambourg, Brême, Wilhelmshaven, Cologne. La révolution infligée à la Russie grâce à des complots allemands menace à présent l'Allemagne elle-même. Le 9 novembre, des manifestations et des grèves éclatent à Berlin. Le Reichstag annonce l'abdication du Kaiser et l'établissement d'une république allemande. Le dirigeant social-démocrate Friedrich Ebert est nommé chancelier. L'affolement, la confusion et le spectre d'une révolution sanglante s'emparent de l'Allemagne. Plus rien n'importe maintenant que le rapatriement des soldats. Parmi eux, on trouve toujours des hommes fidèles à la patrie, toujours prêts à la servir lorsqu'elle connaît les plus grands dangers. Le 10 novembre, les dirigeants de l'Allemagne acceptent sans autre forme de procès les conditions présentées par les Alliés et le jour suivant, le 11 novembre 1918, la Grande Guerre prend fin. L'Allemagne n'a guère de raison de se réjouir. L'armistice que ses représentants ont signé ressemble fort à une capitulation sans condition. L'évacuation immédiate de la France et de la Belgique correspond à ses pressants besoins de rétablir l'ordre dans le pays. Mais elle doit aussi accepter de livrer à l'occupation étrangère de vastes régions de la Rhénanie et céder d'immenses quantités d'équipements de guerre, y compris une grande partie de son aviation et de sa flotte. De telles concessions ternissent l'image de la Nouvelle République aux yeux de ses héritiers. En 1919, l'Allemagne est toujours en proie à la faim, au chaos et à la guerre civile. Pour s'assurer que leurs conditions sont respectées, les puissances alliées maintiennent leur blocus naval durant le printemps et l'été de la même année, transformant les privations en temps de guerre en famine de temps de paix. Parmi les troupes démobilisées, la jeune République trouve les hommes pour chasser le spectre de la Révolution et ramener l'ordre dans la patrie. On les nomme le Freikorps, une milice volontaire d'anciens combattants. Leur emblème est un macaron en porte-bonheur, souvenir des années de guerre, appelé la croix gammée. Les puissances victorieuses se réunissent à Versailles pour décider des conditions de la paix. Il est universellement convenu qu'une telle guerre ne doit jamais se reproduire et que des mesures doivent être prises pour assurer une paix durable en Europe. L'Allemagne doit être punie. Ses forces armées réduites à un niveau à peine suffisant pour maintenir l'ordre en temps de paix. Les vainqueurs doivent se partager ses colonies et certaines parties de son territoire national. Mais il reste aussi la question des réparations, des dédommagements pour les dégâts matériels causés. Ces questions sont importantes pour les négociateurs de Versailles. Pour l'Allemagne, il n'y aura que blâme, confiscation et humiliation. Et pour la jeune République, un traité de paix qui la brisera, et ce faisant, condamne le monde à une autre guerre.